Je suis heureuse de vous accueillir dans cet espace de réflexion, de présence et de transformation. Chaque mois, je vous propose ici un temps de pause pour respirer et porter un regard nouveau sur notre manière de vivre, de penser, de grandir et de nous rapprocher de qui nous sommes profondément. Ici, vous ne trouverez ni vérité toute faite, ni recette miracle. Vous trouverez des pistes de réflexion, des connaissances issues de la recherche, des histoires inspirantes, des expériences à vivre, des méditations et des exercices pour nourrir votre propre cheminement intérieur. Je crois profondément que la conscience se vit, s'observe et s'expérimente, et que chaque expérience peut devenir une source d'apprentissage, que la transformation commence souvent par une simple question, accueillie avec curiosité. J'espère que ces rendez-vous vous offriront des clés, une aide et un nouveau regard sur la vie. Alors, installez-vous confortablement. Respirez profondément et ouvrez votre esprit autant que votre cœur. Et ensemble, avançons avec curiosité, sans chercher à tout comprendre, mais avec le désir sincère de mieux se connaître dans ce voyage qui nous conduit au cœur de nous-mêmes. Je vous souhaite une très belle écoute. Peut-être êtes-vous en train de marcher dans la nature ou simplement de vous offrir quelques minutes de calme. Quoi qu'il en soit, je vous remercie d'être ici. Aujourd'hui, j'aimerais commencer par une question qui accompagne l'humanité depuis des siècles. Sommes-nous réellement libres de nos choix? Ou avons-nous simplement l'impression de l'être? Prenez un instant pour laisser cette question résonner en vous. Pourquoi certaines personnes semblent-elles attirer toujours le même type de relation? Pourquoi revenons-nous parfois vers des habitudes que nous pensions avoir quittées? Pourquoi choisissons-nous une profession, une manière d'aimer, une façon de vivre, sans vraiment savoir d'où vient cet élan? Pendant longtemps, j'ai cru que j'étais entièrement libre de chacune de mes décisions. Mais la vie m'a invitée à regarder plus profondément. Mon parcours d'éducatrice spécialisée, les femmes et les hommes que j'ai accompagnés, les épreuves que j'ai traversées, m'ont peu à peu appris que nos choix sont souvent influencés par une histoire bien plus ancienne que nous ne l'imaginons. Cela ne signifie pas que nous sommes condamnés à répéter notre passé. Au contraire, comprendre les forces invisibles qui nous façonnent est peut-être la première étape vers une liberté plus consciente. Imaginez un grand arbre.
Lorsque nous admirons ses branches et son feuillage, nous oublions souvent ses racines, parce qu'elles ne se voient pas. Pourtant, ce sont elles qui le nourrissent, le soutiennent et orientent sa croissance. Nos choix ressemblent à cet arbre. Les décisions que nous voyons sont les branches. Les croyances, les expériences, les émotions et les apprentissages de notre enfance en sont les racines invisibles. Au fil de ce podcast, nous irons à leur rencontre. Nous découvrirons comment notre cerveau construit des automatismes, pourquoi nos croyances influencent nos décisions, ce que la philosophie et les traditions contemplatives disent de la liberté, et surtout comment retrouver pas à pas un espace intérieur où choisir devient réellement possible. Alors, si vous êtes prêt ou prête, je vous invite à ouvrir ce premier voyage. Respirez profondément et laissez votre esprit ralentir. Remontons ensemble jusqu'aux racines invisibles de nos choix. Avant de parler de liberté, j'aimerais vous inviter à regarder derrière vous, non pas pour rester prisonnier du passé, mais pour comprendre ce qui nous a construits. Imaginez un jeune arbre. Au début, il semble fragile. Pourtant, avant même que ses premières branches ne s'élèvent vers la lumière, tout se joue sous la terre. Ses racines cherchent l'eau, s'adaptent aux pierres, contournent les obstacles. Personne ne les voit, mais elles déterminent déjà la forme de l'arbre à venir. Nous sommes, nous aussi, porteurs de racines invisibles. Dès notre naissance, nous observons le monde, sans le juger. Nous apprenons sans même nous en rendre compte. Les regards, les paroles, les silences, les gestes d'affection ou de rejet deviennent peu à peu une manière pour nous d'interpréter la réalité. Avant même d'apprendre à parler, nous commençons à construire une vision du monde. Chaque regard reçu, chaque parole entendue, chaque geste de tendresse ou d'indifférence devient une information que notre cerveau enregistre. Peu à peu, cette accumulation d'expériences donne naissance à des croyances qui formeront la toile de fond de notre personnalité. Nous avons souvent l'impression que nos choix sont libres. Pourtant, une grande partie de nos décisions est influencée par des programmes intérieurs, acquis très tôt. Comprendre cette réalité ne signifie pas que nous sommes prisonniers de notre passé. Au contraire, c'est le premier pas vers une liberté plus profonde. Nos parents ne nous transmettent pas uniquement des valeurs, ils nous transmettent parfois leurs peurs, leurs espoirs, leurs croyances sur l'argent, sur l'amour, sur la réussite, ou encore sur notre propre valeur. Puis viennent l'école, la culture, les médias, les réseaux sociaux,
et toutes les rencontres qui enrichissent ou renforcent cette vision du monde. Le psychologue Albert Bandura a profondément renouvelé notre compréhension de l'apprentissage grâce à sa célèbre expérience de la poupée Bobo. Il a montré que les enfants n'apprennent pas seulement parce qu'on leur explique les choses, ils apprennent surtout parce qu'ils observent. Nous imitons des comportements, des façons de parler, de réagir, parfois même des émotions. Une grande partie de notre personnalité s'est ainsi construite par l'observation. L'expérience la plus connue d'Albert Bandura avait un principe simple. Des enfants observaient un adulte jouer avec une grande poupée gonflable. Dans certains cas, l'adulte adoptait un comportement calme et bienveillant. Dans d'autres, il se montrait agressif. Il frappait la poupée, la bousculait et prononçait des paroles violentes. Lorsque les enfants étaient ensuite placés seuls avec cette même poupée, beaucoup de ceux qui avaient observé le modèle agressif reproduisaient spontanément les mêmes gestes et parfois les mêmes paroles. Cette expérience a profondément marqué la psychologie. Elle a montré que nous n'apprenons pas seulement par l'expérience directe, mais aussi en observant les autres. Nos comportements, nos attitudes et parfois même nos croyances peuvent être influencés par les personnes qui nous entourent, qu'il s'agisse de nos parents, de nos enseignants, de nos amis ou encore des personnages que nous voyons dans les médias. Aujourd'hui, cette découverte nous invite à nous poser une question essentielle. De quoi nourrissons-nous notre esprit? Les personnes que nous côtoyons, les livres que nous lisons, les vidéos que nous regardons et les messages que nous entendons chaque jour participent peu à peu à façonner notre manière de penser et d'agir. La bonne nouvelle est que ce mécanisme fonctionne aussi dans le sens de la croissance. Si nous pouvons apprendre des comportements qui nous limitent, nous pouvons également apprendre des attitudes qui nous élèvent. Observer des personnes bienveillantes, inspirantes, résilientes ou créatives peut renforcer notre propre confiance et nous encourager à développer ces qualités en nous. C'est là tout le message d'Albert Bandura. Nous ne sommes pas uniquement le produit de notre passé. Nous avons aussi le pouvoir de choisir les influences qui nous accompagnent et par ces choix, de transformer progressivement notre manière d'être au monde. Lorsque je travaillais comme éducatrice spécialisée, j'ai rencontré des personnes dont les histoires étaient très différentes. Pourtant, un point commun revenait souvent. Beaucoup répétaient des schémas qu'elles n'avaient jamais consciemment choisis. Certaines pensaient qu'elles n'avaient jamais mérité d'être heureuses. D'autres se croyaient condamnées à l'échec, au rejet. En les écoutant, je découvrais que ces convictions prenaient racine très tôt dans leur histoire. J'ai moi-même été amenée à questionner mes propres croyances. Certaines m'ont aidée à avancer, d'autres
m'ont longtemps limité sans que j'en ai conscience. Et je crois que nous faisons tous cette expérience un jour ou l'autre. Découvrir que ce que nous pensions être nous est parfois simplement une histoire que nous avons apprise. Les neurosciences confirment aujourd'hui que notre cerveau adore les automatismes. Ils lui permettent d'économiser de l'énergie. Plus une pensée est répétée, plus les connexions neuronales qui lui correspondent se renforcent. Une croyance répétée pendant des années finit par sembler être une évidence, la réalité même. Pourtant, une évidence n'est pas toujours une vérité. L'inconscient est un formidable système d'automatisation. Son rôle est d'économiser notre énergie mentale en répétant ce qui lui semble familier. Il préfère la cohérence à la vérité. Ainsi, si nous croyons inconsciemment ne pas mériter le bonheur, nous risquons de choisir des situations qui confirmeront cette croyance, sans même nous en rendre compte. Cette logique explique pourquoi certaines personnes reproduisent les mêmes relations, les mêmes peurs ou les mêmes échecs, malgré leur désir sincère de changer. Les stoïciens affirmaient déjà que ce ne sont pas les événements qui nous font souffrir, mais la manière dont nous les interprétons. Les neurosciences contemporaines rejoignent cette intuition en montrant que notre cerveau reconstruit sans cesse la réalité à partir de modèles internes. La connaissance de soi consiste alors à reconnaître ces modèles plutôt qu'à les subir. Et chaque fois que nous observons une pensée sans nous y identifier, nous créons un espace de liberté. Je vous propose à présent un petit temps d'introspection. Prenez une feuille ou laissez simplement venir les réponses. Quelles sont 3 phrases que vous avez souvent entendues pendant votre enfance? Par exemple, il faut toujours faire plaisir, la vie est difficile, tu n'y arriveras jamais. Ou peut-être, tu peux faire confiance à la vie. Après avoir mentalisé ou écrit ces 3 phrases, demandez-vous ensuite lesquelles continuent d'influencer vos choix aujourd'hui. Il ne s'agit pas de juger votre passé ni ceux qui vous ont élevé. Chacun transmet souvent ce qu'il a lui-même reçu. Il s'agit simplement d'éclairer vos racines invisibles, afin de retrouver peu à peu la liberté de choisir ce que vous souhaitez continuer à nourrir. Dans le prochain voyage, nous irons encore plus loin. Nous découvrirons que notre cerveau prend parfois des décisions avant même que nous ayons le sentiment d'avoir choisi. Et cette découverte est aussi fascinante que déroutante. Le cerveau décide-t-il avant nous? Fermez un instant les yeux, si ce n'est déjà fait, et imaginez que vous entrez dans une forêt au petit matin. Vous avancez sur un sentier que vous connaissez parfaitement. Sans y réfléchir, vos pieds évitent les racines, choisissent les pierres les plus stables et retrouvent naturellement la bonne direction. Vous n'avez pas analysé chaque pas. Votre corps savait déjà. Notre cerveau fonctionne souvent de cette manière.
Il anticipe, compare, prédit et choisit avant même que nous ayons pleinement conscience de décider. Cette idée peut sembler déstabilisante. Pourtant, elle révèle surtout l'incroyable intelligence de notre organisme. Pendant longtemps, les chercheurs ont imaginé que la raison dirigeait nos choix. Mais les découvertes récentes montrent une réalité plus subtile. En effet, les émotions, les souvenirs, les habitudes et les sensations corporelles participent en permanence à la décision. Le neurologue Antonio Damasio a transformé notre compréhension du cerveau. En observant des personnes dont certaines régions impliquées dans les émotions avaient été lésées, il constata un phénomène étonnant. Leur intelligence demeurait intacte, mais elle devenait incapable de prendre les décisions les plus simples. Comparer 2 rendez-vous, choisir un repas ou organiser une journée devenait interminable. Sans émotion, la décision se fige. Les émotions ne sont donc pas l'ennemi de la raison. Elles lui servent de boussole. Quelques années plus tard, Daniel Kahneman proposa une image devenue célèbre. Selon lui, 2 façons de penser cohabitent en chacun de nous. La première est rapide, intuitive et automatique. Elle reconnaît un visage familier, freine brusquement lorsqu'un enfant traverse la route ou termine spontanément une expression connue. Il l'appelle le système 1. Le second est plus lent. Il analyse, compare, vérifie et remet en question nos premières impressions. C'est le système 2. Les deux sont indispensables. Le premier nous fait gagner un temps précieux. Le second nous évite parfois de nous tromper. Imaginez maintenant votre journée. Vous vous levez, vous préparez votre café, votre thé, vous empruntez presque toujours le même chemin. Vous achetez les mêmes aliments. Vous consultez les mêmes applications. La plupart de ces gestes ne sont plus des choix conscients. Ils sont devenus des habitudes. Et ce n'est pas un défaut. Notre cerveau économise ainsi une quantité considérable d'énergie pour la consacrer à ce qui est nouveau ou imprévisible. Mais ce mécanisme possède aussi une limite. Lorsqu'une habitude s'est construite autour d'une peur, d'une croyance ou d'une blessure ancienne, elle peut continuer à orienter nos décisions, alors même qu'elle n'est plus adaptée à notre vie actuelle. Nous croyons choisir librement, alors que nous suivons parfois un chemin tracé depuis longtemps. Je repense souvent à des personnes que j'ai accompagnées en sophrologie. Certaines me disaient: «Je ne comprends pas pourquoi je retombe toujours dans la même situation». Elles changeaient de ville, de travail, parfois même de partenaire, mais retrouvaient peu à peu les mêmes dynamiques. Ce n'était pas un manque de volonté. Leur cerveau cherchait simplement ce qui lui semblait familier. Même lorsque le familier fait souffrir, il peut paraître plus rassurant que l'inconnu. Cette découverte est essentielle, car elle change notre regard sur nous-mêmes.
Au lieu de nous juger sévèrement, nous pouvons commencer à nous observer avec davantage de curiosité et nous demander pourquoi ai-je cette réaction? Pourquoi cette peur revient-elle? Est-ce un choix présent ou la répétition d'un ancien apprentissage? Ces questions ouvrent déjà un espace en nous. Les neurosciences nous montrent également une formidable capacité que nous possédons. C'est la plasticité cérébrale. Notre cerveau n'est pas figé. À tout âge, de nouvelles connexions peuvent se créer lorsque nous apprenons, répétons un comportement différent ou changeons notre manière de porter attention à ce que nous vivons. Chaque respiration consciente, chaque nouvelle expérience, chaque décision alignée avec nos valeurs laisse peu à peu une nouvelle trace dans notre cerveau. C'est précisément ce qui rend l'espérance si concrète. Nous ne sommes pas condamnés à être les prisonniers de nos automatismes. Nous pouvons les reconnaître, les remercier pour le rôle protecteur qu'ils ont joué, puis choisir progressivement d'en construire d'autres, plus ajustés à la personne que nous devenons. Avant de poursuivre notre voyage, je vous propose une question. Quel est un automatisme de votre quotidien que vous pourriez modifier cette semaine? Emprunter un autre chemin ou répondre différemment à une critique ou encore prendre quelques respirations avant de parler ou oser dire non lorsque vous pensez non. Les grandes transformations commencent souvent par de petits gestes, de petites actions réalisables. Dans l'étape suivante de notre voyage, nous irons encore plus loin. Nous allons découvrir comment nos croyances façonnent notre sentiment d'être capable d'agir et pourquoi la liberté naît souvent au moment où nous osons remettre en question l'histoire que nous nous racontons sur nous-mêmes. Nous venons de découvrir que notre cerveau aime les automatismes. Mais il existe une force encore plus discrète qui oriente notre existence. Ce sont nos croyances. Elles sont comme des lunettes invisibles à travers lesquelles nous regardons le monde. Nous oublions souvent que nous les portons, tant elles nous semblent naturelles. Une croyance n'est pas une vérité. C'est une interprétation de la réalité qui s'est répétée jusqu'à devenir familière. Certaines nous soutiennent et nous disent « Je peux apprendre ». La vie peut aussi m'apporter de belles surprises. D'autres nous enferment. Je ne suis pas capable. Je ne mérite pas d'être aimé. Il est trop tard pour changer. Deux personnes possédant les mêmes ressources peuvent obtenir des résultats très différents, selon la confiance qu'elles accordent à leur propre capacité d'agir. Si une personne doute d'elle-même, elle ose moins, obtient moins de résultats, ce qui renforce encore son doute. À l'inverse, un petit succès nourrit la confiance, encourage une nouvelle tentative, puis un nouveau progrès. Peu à peu, le cercle vicieux devient vertueux.
La psychologie distingue deux états d'esprit. Le premier considère que nos qualités sont figées. Je suis comme ça. Le second voit chaque difficulté comme une occasion d'apprendre. C'est un état d'esprit de développement. Il ne nie pas les obstacles, il rappelle simplement que l'être humain peut évoluer tout au long de sa vie. Martin Seligman a étudié un phénomène qu'il a appelé l'impuissance apprise. Lorsqu'une personne vit longtemps des situations où elle se sent sans pouvoir, elle peut finir par croire qu'aucune action n'aura d'effet. Même lorsque des possibilités apparaissent, elle n'ose plus les saisir. Combien de personnes rencontrées au cours de ma vie m'ont confié: à mon âge, ce n'est plus pour moi. Pourtant, ce n'était pas leur âge qui parlait, c'était souvent une ancienne blessure, devenue croyance. Je pourrais vous raconter mon propre parcours. Il y a eu le cancer, il y a eu le divorce, les relations difficiles, le deuil, des moments où tout semblait vaciller, où je perdais pied. J'aurais pu croire que ces événements définissaient mon histoire. Pourtant, avec le temps, j'ai compris qu'ils n'étaient pas mon identité. Ils faisaient partie de mon chemin, mais ils ne décidaient pas de la direction que je choisirais ensuite. C'est de cette conviction qu'est née mon envie de créer ce podcast et mes accompagnements. Le psychiatre Viktor Frankl, survivant des camps de concentration, a écrit une phrase qui m'inspire souvent. Entre le stimulus et la réponse, il existe un espace. Dans cet espace réside notre pouvoir de choisir notre réponse. Cette phrase ne signifie pas que tout dépend de nous. Elle rappelle que même lorsque nous ne choisissons pas les événements, nous pouvons progressivement choisir la manière d'y répondre. Je trouve cette idée vraiment apaisante, rassurante même. Elle ne nous demande pas d'être parfaits, parfaite. Elle nous invite seulement à retrouver, un instant après l'autre, cet espace intérieur où une réponse différente devient possible. Je vous propose maintenant un exercice. Pensez à une croyance qui revient souvent dans votre vie. Écrivez-la. Demandez-vous d'où vient-elle? Qui me l'a transmise? Est-elle toujours vraie aujourd'hui? Quelle nouvelle croyance, plus juste et plus vivante, pourrais-je choisir de cultiver à présent? Changer une croyance ne consiste pas à se répéter des phrases positives auxquelles on ne croit pas. C'est une expérience. Chaque fois que vous osez une action différente, aussi petite soit-elle, votre cerveau enregistre une nouvelle preuve. C'est ainsi que la confiance se construit, non par magie, mais par expérience répétée. Dans mon propre parcours, j'ai compris que les épreuves ne révélaient pas seulement mes blessures et mes croyances, mais elles me montraient aussi mes ressources. Derrière chaque peur se cachait un besoin de sécurité. Derrière chaque doute, une possibilité de grandir. C'est cette conviction qui guide aujourd'hui mon accompagnement auprès des femmes qui souhaitent se réinventer,
après une épreuve. Avant de vouloir transformer notre vie, il est essentiel de faire la paix avec notre cerveau, en apprenant à comprendre son langage. Cette compréhension ouvre la porte à une relation plus douce avec nous-mêmes. C'est sur cette base que nous pouvons explorer, dans les chapitres suivants, l'inconscient, les émotions et la capacité de notre cerveau à évoluer tout au long de notre existence. Dans le prochain voyage, nous allons nous demander si le libre arbitre existe-t-il vraiment. Nous avons vu que nos choix sont influencés par notre histoire, nos émotions, notre cerveau et nos croyances. Mais une question demeure. Si tant de forces agissent sur nous, où se trouve réellement notre liberté? Cette interrogation traverse toute l'histoire de la philosophie. Aristote voyait la liberté comme un apprentissage des vertus. Épictète distinguait ce qui dépend de nous de ce qui ne dépend pas de nous. Spinoza pensait que nous croyons être libres parce que nous ignorons les causes qui nous déterminent, tandis que Sartre affirmait que l'être humain est responsable de ses choix et condamné à être libre. Ces visions ne s'opposent pas toujours. Elles nous invitent à regarder la liberté sous des angles différents. Les traditions contemplatives apportent également leur éclairage. Le bouddhisme invite à observer nos attachements et nos réactions automatiques afin de retrouver une plus grande présence. Le taoïsme propose le Wu Wei, l'action juste, en harmonie avec le mouvement de la vie, plutôt que dans la lutte permanente. Il est essentiel de distinguer ces perspectives des connaissances scientifiques. Les neurosciences décrivent le fonctionnement du cerveau. La philosophie réfléchit au sens de nos choix. Et les traditions spirituelles proposent une expérience intérieure. Elles peuvent dialoguer sans se confondre. Au fil de ma propre vie, j'ai compris que la liberté n'était pas l'absence de contraintes. Elle naît lorsque je prends conscience de ce qui m'influence et que je choisis malgré tout la direction que je souhaite donner à ma vie. Peut-être que la vraie question n'est pas « suis-je totalement libre ?» mais « comment puis-je devenir un peu plus libre aujourd'hui qu'hier ?» Je vous invite à nouveau à fermer un instant les yeux si ce n'est déjà fait et à vous demander quel choix est véritablement le mien et lequel répond encore à une ancienne peur, à une habitude ou au regard des autres. Cette simple question peut ouvrir un espace de liberté. Dans notre voyage suivant, nous quitterons le terrain de la réflexion pour entrer dans celui de la pratique, afin de découvrir comment reprendre concrètement notre liberté intérieure. La bonne nouvelle est que la liberté intérieure n'est pas un don réservé à quelques personnes. C'est une pratique. Elle se cultive jour après jour, comme un jardin. Chaque pensée observée, chaque respiration consciente, chaque choix aligné avec nos valeurs prépare un nouveau terrain intérieur. La première étape pour cela consiste simplement à ralentir.
Nous vivons dans une société qui nous pousse à réagir immédiatement, bombardés d'informations. Pourtant, c'est souvent dans les quelques secondes qui séparent un événement de notre réponse que naît notre véritable liberté. Nous l'avons déjà vu. Une respiration profonde suffit donc parfois à interrompre un automatisme vieux de plusieurs années. C'est là que la sophrologie, la méditation et la pleine conscience prennent tout leur sens. Elles ne cherchent pas à supprimer les émotions, mais elles nous apprennent à les accueillir, sans qu'elles dirigent toute notre vie. Observer une pensée n'est pas y croire. Ressentir une émotion n'est pas être cette émotion. Je vous propose un exercice. Pendant une semaine, choisissez un moment de la journée où vous vous arrêterez pendant 3 respirations profondes. Demandez-vous, que suis-je en train de penser? Que suis-je en train de ressentir? Cette réaction me rapproche-t-elle de la personne que je souhaite devenir? Cette simple pause peut transformer la qualité de nombreuses décisions. Un deuxième outil m'accompagne depuis longtemps. C'est l'écriture. Tenir un journal permet de déposer les pensées qui tournent en boucle, de reconnaître les croyances qui reviennent sans cesse et de prendre du recul surtout. Lorsque les mots quittent notre esprit pour rejoindre le papier, ils perdent souvent une partie de leur pouvoir. Vous l'avez peut-être déjà remarqué. Je vous invite également à identifier une croyance limitante qui vous accompagne depuis longtemps. Écrivez ensuite une action, même très petite, qui pourrait la remettre en question. Vous faites un tableau de 2 colonnes. D'un côté, vos croyances limitantes et de l'autre, l'action que vous allez mettre en œuvre. Si vous pensez ne pas être capable de parler en public, peut-être pourrez-vous simplement prendre la parole quelques minutes devant une personne de votre entourage, une personne de confiance. Ce sont ces petites expériences qui reconstruisent progressivement la confiance en soi. Sortir de sa zone de confort ne signifie pas se mettre en danger. Cela signifie agrandir doucement l'espace dans lequel nous nous sentons vivants. Chaque pas compte. Chaque expérience nourrit notre cerveau de nouvelles références. Peu à peu, les anciens automatismes perdent de leur force et de nouvelles possibilités apparaissent. Notre conscience est notre plus belle alliée. Elle ne nous promet pas une vie sans difficulté. Elle nous offre quelque chose de bien plus précieux. La possibilité de répondre autrement. Lorsque nous devenons conscients de nos pensées, de nos émotions et de nos croyances, nous cessons progressivement d'en être les prisonniers. Avant de poursuivre, je vous laisse avec ce petit défi. Cette semaine, choisissez une seule habitude que vous souhaitez transformer. Un seul geste différent. Une seule parole, plus vraie. Une seule décision davantage en accord avec vos valeurs. Puis observez ce qui change en vous. Les plus grandes métamorphoses commencent rarement par des révolutions. Elles naissent presque toujours d'un premier pas.
Je crois que finalement, la liberté intérieure, c'est non pas devenir quelqu'un d'autre ou comme quelqu'un d'autre, mais avoir le courage de devenir pleinement soi-même. Et cela passe par une meilleure connaissance de soi. Nous arrivons bientôt au terme de ce voyage. Peut-être avez-vous déjà commencé à regarder votre histoire avec un regard différent. Peut-être avez-vous reconnu certaines croyances, certains automatismes ou quelques peurs qui ont longtemps guidé vos décisions. Et pourtant, une question demeure. Si tant de choses m'influencent encore, où se trouve réellement ma liberté de choix? Nous ne choisissons ni notre naissance, ni notre famille, ni notre époque, ni les événements qui viennent parfois bouleverser notre existence. Nous ne choisissons pas la maladie, le deuil ou les rencontres qui changent une vie. En revanche, il existe un espace que personne ne peut entièrement nous enlever. Il apparaît souvent après le premier choc, lorsque l'émotion commence à s'apaiser et que nous pouvons nous demander: que vais-je faire de ce qui m'arrive? C'est là que prend tout son sens l'idée qui a accompagné ce podcast. Notre cerveau nous protège, notre conscience nous libère. Notre cerveau cherche naturellement la sécurité. Il reproduit ce qu'il connaît, même lorsque cela nous limite. Il ne le fait pas contre nous, mais pour nous préserver. Notre conscience, elle, ouvre une autre possibilité. Elle nous invite à observer, à comprendre et à choisir une réponse plus juste, plus alignée avec qui nous sommes. J'aime imaginer que nous sommes tous des navigateurs, des navigatrices. Nous ne décidons pas de la direction du vent. Nous ne commandons ni les tempêtes, ni les courants marins. Certains jours, la mer est calme. D'autres jours, elle devient imprévisible. Pourtant, un marin expérimenté sait qu'il lui reste toujours quelque chose. C'est la manière d'orienter ses voiles. Notre vie ressemble beaucoup à cette traversée. Les événements sont le vent, nos émotions sont les vagues. Notre histoire est la coque du bateau, construite au fil des années. Mais notre conscience est le gouvernail. Elle ne supprime pas les tempêtes. Elle nous aide à les traverser différemment. La véritable liberté n'est pas d'avoir une vie parfaite. Peut-être est-elle de rester fidèle à ce qui compte profondément pour nous, même lorsque les circonstances deviennent difficiles. Chaque fois que nous choisissons la bienveillance plutôt que l'amertume, le courage plutôt que le renoncement, la présence plutôt que le pilote automatique, nous agrandissons cet espace intérieur de liberté. Je vous invite à emporter avec vous cette question. Si aujourd'hui vous pouviez orienter légèrement les voiles de votre vie, dans quelle direction souhaiteriez-vous avancer? Il ne s'agit pas de tout changer demain, mais simplement d'accepter qu'un très léger changement de cap peut, avec le temps, conduire vers un tout autre horizon. Prenez quelques instants pour intégrer déjà tout ce qui a été dit
Et continuons par une méditation guidée afin de retrouver l'espace de la liberté intérieure. Je vous invite à vous installer confortablement. Si vous le pouvez, fermez doucement les yeux et laissez vos épaules se relâcher. Sentez le poids de votre corps soutenu par le siège ou par la terre sous vos pieds. À présent, prenez une lente inspiration par le nez. Puis expirez doucement par la bouche. Encore une fois. Inspirez profondément. Puis laissez l'air repartir lentement, comme si vous déposiez un peu de ce qui vous encombre. Voilà. Imaginez maintenant que vous marchez dans une forêt paisible. La lumière traverse les feuilles. Une légère brise caresse votre visage. À chaque pas, votre respiration devient plus calme. Vous n'avez rien à prouver ici. Vous êtes simplement présent, ici et maintenant. Devant vous apparaît un arbre majestueux. Observez ses racines profondément ancrées dans la terre. Elles vous rappellent votre histoire, votre enfance, vos rencontres, vos joies et vos blessures. Toutes ces expériences qui ont participé à faire de vous la personne que vous êtes aujourd'hui. Approchez-vous de cet arbre avec bienveillance. Demandez-lui silencieusement: quelle croyance m'accompagne depuis si longtemps, qu'elle semble faire partie de moi? Laissez un mot, une image ou une sensation émerger naturellement. Ne cherchez pas à contrôler quoi que ce soit. Accueillez cette croyance comme une ancienne compagne de route. Peut-être a-t-elle voulu vous protéger à une époque de votre vie. Remerciez-la pour ce qu'elle a tenté de faire. Puis imaginez qu'elle se transforme doucement en une feuille portée par le vent. Regardez-la s'éloigner avec douceur, légèreté. Sans lutte, elle se laisse porter par le vent et s'éloigne. Prenez maintenant une nouvelle inspiration. Imaginez qu'à chaque souffle, une lumière douce remplit votre poitrine, la région de votre cœur. Cette lumière symbolise votre conscience, cette part de vous qui peut observer sans juger, choisir sans se précipiter et avancer plus librement. Répétez ces mots intérieurement, à votre rythme. Mes peurs et mes anciennes croyances s'évaporent et s'envolent
Elles ne sont pas qui je suis. Je peux apprendre. Je peux évoluer. À chaque instant, une nouvelle réponse est possible. Maintenant, sentez cette phrase résonner en vous. Mon cerveau me protège et ma conscience me libère. Mon cerveau me protège et ma conscience me libère. Laissez-la trouver sa place, comme une graine que vous plantez aujourd'hui et qui grandira avec le temps. Avant de quitter ce lieu, observez au loin un horizon baigné de lumière. Imaginez le voilier de votre vie. Le vent souffle, mais vos mains reposent désormais sur le gouvernail. Vous ne contrôlez pas la mer. En revanche, vous orientez vos voiles vers ce qui a du sens pour vous. Respirez encore une fois profondément et ressentez le calme, la confiance et la présence qui s'installe peu à peu, durablement en vous. Emportez avec vous cette certitude. La liberté intérieure ne naît pas d'un seul grand changement, mais de milliers de petits choix conscients, répétés avec patience et bienveillance. Nous arrivons à la fin de ce voyage. Je vous remercie de m'avoir accompagné jusqu'ici, d'avoir pris ce temps pour réfléchir, ressentir et regarder votre propre histoire avec un peu plus de douceur, peut-être. Au fil de notre exploration, nous avons découvert que nos décisions sont influencées par notre enfance, notre éducation, notre culture, notre cerveau, nos émotions, nos habitudes et nos croyances. Nous avons vu que ces influences sont réelles et profondément ancrées en nous. Elles ne sont pas des faiblesses. Elles font partie de la manière dont l'être humain apprend, se protège et évolue. Mais nous avons également découvert quelque chose de tout aussi essentiel. Nous ne sommes pas condamnés à répéter indéfiniment les mêmes schémas. Notre cerveau peut apprendre. Nos croyances peuvent évoluer. Notre regard sur nous-mêmes peut se transformer. Et c'est là que naît peu à peu une liberté plus consciente. Je crois que la véritable liberté ne consiste pas à contrôler chaque événement de notre existence. Elle consiste à développer la capacité de répondre avec davantage de présence, d'écoute, de discernement et de fidélité à ce qui est profondément vivant en nous. Il en va de même pour chacun de nous. Nous ne choisissons pas toujours ce que la vie dépose sur notre chemin. En revanche, nous pouvons choisir un instant après l'autre la direction que nous souhaitons donner à notre vie. Si vous ne reteniez qu'une seule phrase de ce podcast, j'aimerais que ce soit celle-ci. Notre cerveau nous protège
Notre conscience nous libère. Emportez cette phrase avec vous dans les jours qui viennent. Peut-être la retrouverez-vous au moment d'une hésitation, d'un doute ou d'une décision importante. Laissez-la devenir une invitation à ralentir, à respirer et à choisir en conscience. Avant de nous quitter, je vous propose une dernière question. Si vous pouviez poser aujourd'hui un seul acte, aussi modeste soit-il, qui vous rapproche un peu plus de la personne que vous souhaitez devenir, quel serait-il? Merci encore d'avoir partagé ce premier voyage avec moi. J'espère qu'il aura semé quelques graines d'espérance en vous. Dans notre prochain épisode d'Être-té, nous partirons à la rencontre d'une autre grande question de l'existence. Les passeurs d'âme. Qui sont-ils? Pourquoi certaines personnes semblent-elles accompagner naturellement les autres dans les grands passages de la vie? Que nous apprend la psychologie? Que disent les traditions spirituelles? Et comment distinguer les faits, les symboles et les croyances? D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. Et n'oubliez jamais que chaque jour peut être le commencement d'un nouveau voyage.